Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau cockpit. J'espère que vous avez apprécié la première émission. Dans celle-ci, nous avons parlé de gaming, nous avons parlé de l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que les jeux vidéo, c'était pas mieux avant? Est-ce que c'est mieux maintenant? Quels sont les problèmes? N'hésitez pas à les regarder, hein. Je vais vous mettre une petite fiche dans la vidéo pour que vous allez pouvoir aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais si vous êtes là, au vu de l'algorithme de YouTube et comment je suis classé, c'est que forcément, vous avez regardé la première. Donc bon, aujourd'hui par contre, nous n'allons pas traiter de jeux vidéo et de l'industrie du jeu vidéo. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, du monde entrepreneurial, des entrepreneurs, tout ça. Parce que quand même, j'ai pas mal d'expérience dedans et je vais même le faire en deux parties. Parce que moi, j'ai monté deux gros projets et ces deux gros projets ont eu plusieurs problématiques qui ont fait que ça s'est soldé par quelques réussites, quelques échecs et aussi des bonnes anecdotes. Voilà. Et on va commencer par la première. Alors, commençons. Ce cockpit traitera donc de l'entrepreneuriat, une douille. Voilà. Je ne trouvais pas de titre, je trouvais pas de titre, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu une douille, du moins en France. Non, voilà, j'ai trouvé le bon titre. L'entrepreneuriat, est-ce que finalement, non, c'est pas ça. Je recommence, je recommence. Je sais pas si je le couperai au montage, mais restez là, restez là. Allons-y. Commençons ce deuxième cockpit. L'entrepreneuriat en France n'est-elle pas une mauvaise chose? Alors, il faut savoir que c'est ma première expérience entrepreneuriale, mais elle est tellement significative, surtout par rapport aux autres expériences entrepreneuriales que j'ai eues, que franchement, je me devais de vous la raconter pour tous ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que franchement, c'est fou la différence entre ce qu'on vous vend, entre ce qu'on nous vend et la réalité dans l'entrepreneuriat. Et moi, en fait, pour vous faire le topo de cette petite anecdote, c'est tout simplement que moi, j'avais quitté l'école assez tôt pour plusieurs problèmes d'orientation, hein. Pourtant, j'étais un bon élément, j'étais un bon élève, mais j'ai eu un problème. Et d'ailleurs, on en parlera dans une prochaine vidéo, dans un prochain cockpit, hein, de tout ce qui est système scolaire français, orientation, formation professionnelle, tout ça, tout ça. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, j'étais parti travailler juste après. Et forcément, quand tu as pas d'expérience, quand tu as pas de diplôme, tu vas faire des boulots un peu galères. Et je sais que c'est assez paradoxal étant donné que j'ai dit que mes premières expériences professionnelles étaient dans le monde du jeu vidéo en tant que testeur. Mais que voulez-vous, je n'ai plus été rappelé par Ubisoft, bon gré mal gré. Et forcément, je me suis retrouvé à faire des métiers vraiment pas terribles, hein, des métiers qu'on pourrait considérer de usants, fatigants, bâtiments, BTP, tout ça, la vraie galère, si je puis dire. Pour vous dire, c'est tellement la vraie galère que j'ai dit que plus jamais je ferai ça, hein, plus jamais je ferai ça. Et c'est vraiment compliqué, vous vous rendez pas compte à quel point, tant que vous le faites pas, c'est se lever à 6 heures du matin pour se manger des vagues de froid, faire un métier physique où tu peux te blesser, te péter le dos sur le long terme. Et du coup, j'ai fait ces métiers-là et ça m'a tellement dégoûté que je me suis dit: «Non, c'est pas possible». On le sent en fait, quand quelque chose nous convient ou pas, quand on est fait pour ça ou pas, tu vois? Tu peux forcer, hein, tu peux forcer, tu peux devenir meilleur dans un domaine, même si tu as pas les compétences, les appétences pour, mais tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps à avoir un niveau que quelqu'un qui a une facilité dans ça l'aurait en 1 an, toi tu vas l'avoir en 10 ans. C'est après chacun fait comme il veut, hein, mais moi, j'essaie d'être efficient, j'essaie d'être efficace et je me voyais pas dans ça. Je me voyais pas dans ça. Pour moi, c'était pas la bonne chose. Et justement, j'ai repris les études. Donc, j'ai fait un BTS développeur logiciel. Et j'ai été accepté parce que ils cherchaient des profils en fait de gens qui ont un peu la hargne en fait, hein. Et moi, j'avais la hargne à l'époque. Où ils voulaient des gens qui voulaient entreprendre tout ça. Donc, ce BTS qui était un BTS de développeur logiciel, c'était un métier un peu nouveau à l'époque. Donc, ça remonte à 6 ans maintenant, 6 7 ans. Et ils cherchaient du coup des gens qui étaient prêts à s'investir parce qu'ils savaient que quelqu'un qui a jamais fait d'informatique, si demain il veut s'investir dedans, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il donne tout, il faut que voilà quoi. Et donc j'ai fait cette école-là. Et d'ailleurs cette école-là, on en reparlera encore une fois dans un autre cockpit. Du coup, dès que j'ai fini mon année, à une semaine de ça, je voulais pas continuer en fait. Je voulais pas continuer. J'avais des choses que j'aimais bien dans le développement logiciel, dans ces études que j'avais faites, et il y avait d'autres choses que j'avais pas appréciées. Mais moi, je suis quelqu'un de créatif, hein. On reviendra plus tard sur ça. De toute façon, vous le voyez, je fais des vidéos pour ça d'ailleurs, hein. Et avant de faire des vidéos, je faisais du dessin. J'aime bien parce que vous allez me dire, ouais, le gars, il s'invente une vie, et il a fait testeur de jeux vidéo, il a fait des dessins, il a fait des trucs sur YouTube et tout. Mais que voulez-vous, j'arrive pas à rester sur place dans un seul et même domaine. Le seul truc qui m'a un peu tenu, c'est les vidéos, justement. En gros, dès que j'ai fini mon année, le soir même, on me dit, il y a un concours bientôt. Il y a un concours d'entrepreneurs.
dans la ville, il y a un concours d'entrepreneurs, toi, tu es un gars comme ça, vas-y, essaye et tout. En fait, moi, j'avais des personnes avec lesquelles on parlait souvent de projets, des projets, tu sais, on était des rêveurs, voilà, des rêveurs. On disait, ouais, tel projet, là, ce serait bien, tel projet, ah, j'ai pensé à tel projet, nanana, on se partageait tous les projets comme ça. Et il y avait un projet qui revenait souvent et tout, et qu'on avait un peu bossé et tout. On se dit, il faudrait le développer parce que du coup, comme moi j'étais développeur logiciel, c'est moi qui allais mettre la main à la pâte dans tout ça. Et je vous garantis que malgré les compétences, je déteste le développement logiciel, c'est un truc de fou, mais bon. Et c'est pour ça que j'ai fini par faire de l'intelligence artificielle et des vidéos, donc voilà, bref. Et ouais, je sais, je suis désolé les gars, mais bon, c'est un format un peu comme ça, je m'éparpille, que voulez-vous. Si vous pouvez pas tenir, je vous autorise à quitter la vidéo. Il y a un fil rouge et moi je m'éparpille un petit peu, faut s'y faire. Et d'ailleurs, c'est encore ce que je suis en train de faire, donc ça doit être en train de vous agacer, mais bon. Et du coup, je dis en vrai, vas-y, on a tel projet à montrer. Et le truc, c'est que c'est un truc tout seul, tu vois. Moi, je devais me présenter tout seul et tout. Je vais faire justement ce petit concours-là et je vais présenter un projet qui s'appelle Together. Together en bon français avant, hein, je parlais pas un mot d'anglais, j'étais vraiment nul en anglais. Même le Together, je sortais pas. Je disais Together comme un bon français. Et justement, je vais pour présenter ce projet-là. Et en gros, il y avait un jury, donc il y avait plusieurs autres participants. Il fallait présenter le projet. Moi, j'avais rien, je crois, dans le projet à cette époque-là. Je crois que j'avais vraiment, vraiment rien. Il fallait juste le pitcher à l'oral. Et en gros, c'était une structure, c'était deux structures. C'était deux structures, une structure d'État et une structure professionnelle qui se sont un peu alliées, hein. C'est des alliances comme si c'était une guerre ou quoi, et qui s'étaient alliées justement pour trouver des nouvelles pépites entrepreneuriales, hein. Dites-vous que c'était une époque où la French Tech n'existait pas, hein. C'était une époque où le développement venait d'arriver, il y avait rien, hein. Et du coup, des trucs comme ça, là, des French Tech bis, il y en a eu plein qui ont pop avant que la French Tech existe réellement. Et du coup, je pitch Together. En gros, Together, c'est quoi, les gars? En fait, c'est tout simplement Groupon, mais en inversé. Parce qu'à chaque fois que je pitchais, moi, le truc, je l'ai pitché de façon technique, les gens, ils me disaient quoi? En fait, c'est Groupon inversé. Et là, quand je vous dis Groupon inversé, vous comprenez pas trop là où je veux en venir. Et en fait, moi, je me suis dit, le truc, c'est que Groupon, c'est eux qui décident. À l'époque, j'avais même pas pensé à Groupon, hein, quand on a fait le projet, mais pour vous le vendre, c'est que Groupon, c'est eux qui décident de toutes ces problématiques. Alors qu'en réalité, c'est au consommateur de décider quelle promotion il veut sur quel produit. Et du coup, on a eu cette idée-là de, en réalité, qu'est-ce que ça donnerait si toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, ceux qui ont la référence, pourquoi tous ensemble, do together, on déciderait pas de, on veut tel produit, on va l'acheter, on sait qu'on va l'acheter tous, on sait qu'on va l'acheter, mais on sait qu'on va l'acheter au prix fort. Alors qu'en réalité, si on était une seule personne avec beaucoup d'argent, on pourrait prendre un lot et au final, on l'aurait touché au prix du lot. Et c'est là d'où est né Together, parce qu'en fait, on s'est dit, mince, en fait, c'est dommage qu'en réalité, on est là, on nous dicte ce qu'on doit acheter, en fait. C'était là, ouais, vas-y, prends telle télé, prends tel service, parce qu'on a réussi à avoir une offre groupée, tout c'est bien, hein, je critique pas Groupon, hein. Mais justement, je me suis dit, je suis sûr que le système, on peut l'inverser. J'ai dit, le système, on peut l'inverser. Et c'est ce que j'ai présenté. Et donc, vous savez, avant, avant les délires start-up entrepreneurial, tout ça, c'était vraiment l'Eldorado. Vous vous rendez pas compte à quel point, à part pour ceux qui l'ont fait, c'est vraiment l'Eldorado. C'est-à-dire que tu disais, je veux devenir entrepreneur, je veux faire une application, bam. Les portes étaient ouvertes, hein. Les gens qui disaient, vas-y, rentre dans mon bureau, on en parle. Mais le problème, c'est que là où aux États-Unis, on t'ouvre le bureau, on t'écoute et on te donne une réponse conséquente. En France, on t'ouvre la porte juste pour faire semblant. Et c'est un peu le sujet de cette anecdote. Et je dirais même que c'est pire que ça parce que c'est un semblant qui va à l'encontre même de leur propre éthique à ces gens-là. Parce qu'on parle quand même d'un projet entrepreneurial. Je vous le vends, hein, comme il avait vendu, une idée, un projet, en gros. Ou plutôt, non, c'était même plus exact que ça. Un projet, un financement. Voilà un peu comment il avait vendu. Et du coup, moi, je pitch Together. Et vous comprenez bien que Together, l'idée, elle est incroyable, hein. Même encore aujourd'hui, j'y pense, et l'idée est incroyable. Mais du coup, je pitch le Together, et là, il y a énormément de personnes dans le jury, c'était à fond, nanana, et limite, apparemment, j'avais pas fait une performance si bonne que ça, à l'époque, en termes de présentation, de prestation. Je sais plus ce qu'il m'avait sorti, il m'avait dit, ouais, ça manque de précision sur certains trucs. Après, c'est normal, c'est normal. Moi, je venais de sortir d'école, on en parlait ensemble avec d'autres personnes pour le projet. C'était plus dans la tête que dans les mains, en fait, le projet, si vous arrivez à comprendre la métaphore. Et justement, c'était la réflexion qu'ils m'avaient faite, mais l'idée était tellement bonne qu'ils m'ont dit, tu étais accepté dans le programme, tout ça, tout ça. Et moi, justement, vous vous rendez pas compte comment j'étais à fond avant. J'étais vraiment à fond quand j'étais accepté. Pourtant, c'était dans mon petit village, hein. C'était vraiment un système entrepreneurial qui était mis en place, un système de financement pour les gens qui voulaient entreprendre dans ce village-là, quoi. J'aurais dû venir voir la chose, mais que voulez-vous? Il y a que l'expérience qui forge. Et donc, forcément, j'accepte, hein. Je suis là, je suis content, machin, j'accepte, je me dis, ah ouais, enfin, tu sais, quand ça t'arrive, ça, tu dis enfin, tu sais, tu dis enfin.
le fruit de mon travail va payer tout ça. Et du coup, moi, je suis là, je débat en fait avec les gens qui m'ont accepté. Donc le jury, plus tard, ça devient des coachs, ça devient des gens qui vont t'accompagner sur le projet, tout ça. Et en gros, on me ressort la même chose, on me dit: «Ouais, faut que tu développes le projet, il faut que ça soit plus profond», tout ça. Donc je dis: «OK, d'accord, OK». Donc je commence à réfléchir, je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire déjà tout seul?» Parce qu'il va me falloir une équipe, mais le problème, c'est qu'une équipe, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement. Qu'est-ce que je peux faire moi, à mon échelle? Et ils me disent: «OK, bah, déjà tu fais les mock-ups». Donc c'est là où j'ai appris à faire des mock-ups, où j'ai appris à mettre en œuvre le design que j'ai effectué, les dessins, tout ce qui est dessin, tout ça, ça m'a servi pour les mock-ups plus tard. C'est pour ça que l'expérience et apprendre beaucoup de choses et comprendre des choses, ça sert en réalité, hein. C'est pour ça qu'on dit: «Toute expérience est bonne à prendre», parce que le dessin que je faisais avant m'a permis d'avoir une facilité, une aisance dans tout ce qui est front design, infographie, tout ça plus tard. Et du coup, je fais ce qu'on appelle les mock-ups. Donc en gros, les mock-ups, c'est un peu le design de à quoi devrait ressembler l'application plus tard, avec les cas utilisateurs. Donc dedans, en fait, tu as ce qu'on appelle l'user interface, qui est dicté en fait par un terme que j'ai plus du tout, mais en gros, ah si, c'est les user cases. Donc c'est les cas d'utilisation des utilisateurs. Tu les écris comme ça sur une feuille, tu penses l'application, tu les écris, voilà, tac, moi je suis tel utilisateur, j'arrive sur l'application, ah tiens, l'application elle va faire quoi? Elle va me demander de me connecter, tac, un user case. Je m'inscris, j'ai quoi? Je reçois un mail, hop, un autre user case. On me demande de mettre ma carte de crédit pour payer, hop, un autre user case. Bref, vous avez compris. Et à partir de ça, bah, tu fais le design visuel de tout ça. Et donc moi je fais tous les mock-ups, je fais tous les mock-ups, je fais les user cases, je fais les mock-ups. Et il me reste plus qu'en fait à développer l'application. Et quand j'arrive au moment de développer l'application, je vois que je peux pas le faire tout seul en fait. C'est une application qui demande, techniquement on va dire beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent. Ça demande des moyens. C'est une application qui demande des moyens et c'est des moyens que j'avais pas à l'époque et du coup, moi, j'avais encore des amis, j'avais encore quelques collègues, quelques amis du BTS et je leur pitch le projet. Ils me disent: «OK, c'est pas mal machin, mais voilà, nous on n'est pas comme toi, on va pas entreprendre nanana. Nous, il nous faut un travail machin et tout, il faut nous payer». Normal, normal, hein, ça n'oubliez jamais que tout travail mérite salaire, sachez-le. Il y en a certains qui vont vous faire penser le contraire, surtout dans l'informatique, mais ça encore une fois, ça sera le sujet d'un autre cockpit, mais tout travail mérite salaire et du coup, moi forcément, je leur dis: «OK, d'accord, pas de souci, moi on m'a dit que j'aurais des financements pour l'application». En gros, je leur dis: «Donne-moi ton prix, combien tu veux être payé par mois?» Moi je fais des fiches en gros, après une fois qu'eux, ils me font leur proposition, moi je regarde en gros combien est-ce que je suis censé payer un développeur front, comment je suis censé payer un développeur back-end. Il y avait pas toutes ces spécialisations à l'époque, hein. Aujourd'hui, tu vas avoir, spécialisé, full stack, alors que full stack ça existe pas, hein. Full stack, tout développeur peut être full stack. Non, parce que certains savent pas ce que c'est un développeur full stack. En gros, c'est un développeur, tu peux tout faire. Vraiment, tu es un monstre, tu sais tout faire de A jusqu'à Z. Non, c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'en gros, tu apprends à faire de la programmation, tu apprends à comprendre, à faire des recherches, à t'adapter au monde de la programmation. Et c'est ça un développeur full stack. Mais ça, je suis désolé, mais c'est ce que n'importe quel développeur sait faire. Si tu as appris à faire du Python ou si tu as appris à faire du Ruby, tu peux apprendre un nouveau langage de programmation. Le procédé reste le même. Le procédé reste le même, que ça soit pour créer l'application, pour la mettre en œuvre, pour le design, pour le back-end, tout ça, c'est juste le langage qui change. Donc tout le monde est full stack en réalité. Enfin, chaque développeur qui a de l'expérience peut être full stack. C'est juste que tu as des développeurs, ils veulent se spécialiser parce qu'ils aiment un langage de programmation. Moi, par exemple, j'ai utilisé Python en tant que dernier langage de programmation dans mon expérience de tout ce qui est la programmation. Je reviendrai plus sur un autre langage de programmation. Parce que pour moi, Python, c'est le meilleur. Pour moi, Python, c'est le meilleur et on pourra en rediscuter plus tard pour ceux qui le veulent. Mais pour moi, Python, c'est le meilleur. Je vois pas l'intérêt de revenir sur un autre. Et ça, c'est. Donc, j'ai pas envie d'être full stack. J'ai pas envie d'aller me prendre la tête, aller faire du C, aller faire du C Sharp, tout ce que tu veux. Non, 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 moi, je veux faire du Python. Donc, la nuance, elle est là. Mais bon, revenons au sujet de base. Donc, en gros, il me fallait, dans mes souvenirs, j'avais calculé au niveau des fiches de salaire, combien par mois c'était payé. Mais en gros, franchement, ça demandait quand même une bonne somme, hein. Ça demandait une bonne somme. Et justement, je me suis dit, bon, moi, je me comptais même pas parce que tu sais, j'étais dans le délire, j'étais dans le délire. Ouais, moi je suis un entrepreneur, ma vie, ça va être le projet. Je m'en fous de pas être payé, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Faut vous faire payer les gars, hein. Encore une fois, tout travail mérite salaire. Il y a des sacrifices à faire, mais il faut faire les bons, hein. Ça, c'était stupide. Et du coup, je me comptais même pas dedans. Donc, il y avait le commercial, un développeur back-end, donc tout ce qui est la partie immergée de l'iceberg, et la partie front-end, donc la partie visible de l'iceberg, donc tout ce qui était les visuels. Du coup, je fais une petite recherche, je trouve mes gars. Alors, je trouve mes gars, je dis: «Bon, regardez les gars, on va faire ça». Ils me disent: «OK, nous on est chaud, va leur faire la demande». Et moi, j'avais toujours en tête cette idée de ce qu'on m'avait vendu, en fait. C'est-à-dire,
une idée, un projet, un financement. Et du coup, je vais revoir ces gens-là. Ils me disent: «Ah, c'est bon, tu as fait les mock-ups, c'est bon et tout. Est-ce que tu as trouvé des gens pour travailler avec toi? Enfin, est-ce que tu as avancé? Il faut développer l'application, nin nin». Je dis: «Ouais, ouais, j'ai avancé». Je leur sors, les fiches de paye, je leur sors, tout ce qui doit être fait, machin et tout. Ils me disent: «Ah ouais», ils me disent: «Mais c'est cher quand même, hein», parce qu'en gros, en comptant, tous les salaires sans compter le mien, encore une fois, je tombais à peu près à 100 000 € à l'année. 100 000 € à l'année, si je me souviens bien. Donc, eux, en gros, ils faisaient une estimation sur 3 ans, donc ça faisait 300 000 € sur 3 ans. Les mecs étaient pas prêts à dépenser tout ça, hein. Les mecs étaient pas prêts à dépenser tout ça du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi, par la suite. Et ils me disent: «Ouais, non mais attends, OK, donc on va y réfléchir, mais tu sais, ton truc, il y a quand même, pas mal de juridictions vu que ça touche à l'achat, ça touche aux droits du consommateur, tout ça, tout ça. Va voir un avocat, tout ça, tout ça». Et moi je dis: «Bon, d'accord, je vais aller voir un avocat, combien ça coûte, qu'est-ce que je dois faire, nanana». Ils commencent à m'expliquer, ils me disent: «Faut que tu fasses ça», et ils me prennent la tête, hein, mais quand je vous dis qu'ils me prennent la tête, ils me prennent la tête vraiment avec ça. Ils me disent: «Ouais, va voir l'avocat, c'est hyper important, tu sais pas». En gros, ils étaient plus là pour se protéger eux que pour me protéger moi. Ils me disaient en gros, «Nous mets pas dedans», en fait. Ils me disent: «Nous mets pas dedans, toi voilà, nous on te suit, mais il faut que tu aies des bases solides en juridiction». Et c'était un bon conseil, hein, c'est la vérité, parce que la vente en France, c'est régulé. On le voit aujourd'hui avec le dropshipping et tout, avec les arnaques et tout, il faut faire attention. Surtout demain, toi, même demain, tu veux faire du dropshipping ou quoi, c'est pas un mal en soi. Les gens sont pas obligés d'acheter chez toi. S'ils veulent aller voir ton fournisseur ou aller payer sur AliExpress, ils ont le droit, il n'y a pas de problème. Mais voilà quoi, il y a quand même des réglementations, tout ça. Mais quand même, oubliez pas que c'était il y a 7 ans. Donc vraiment, c'était pas les mêmes juridictions que maintenant, c'était pas les mêmes règles, c'était pas les mêmes lois, c'était encore assez nouveau. Mais ils ont quand même senti venir la chose quand même. Ça se voit que c'était à ce niveau-là, tout ce qui était juridique et tout, ils avaient quand même le flair pour ça. Et ils m'ont dit: «Va voir l'avocat», tout ça. Je devais prendre rendez-vous avec un avocat, mais je sais plus pourquoi. Vraiment, honnêtement, je sais plus pourquoi. Là, c'est ma mémoire qui me fait défaut, mais je suis pas allé voir cet avocat en question. Dans mes souvenirs, je crois que j'avais fait mes propres recherches. Et j'avais vu ce dont j'avais le droit de faire et ce dont j'avais pas le droit de faire. Et l'avocat, il m'avait dit, dans je sais pas combien de temps, parce que tu sais, c'était juste une consultation, quoi. C'était pas un truc prioritaire, chose qui est normale. Il y a des gens, ils ont des vrais problèmes, ils ont besoin d'être défendus, tout ça. Peut-être qu'il y a des criminels qui essayent de s'en sortir avec le système frauduleux, des avocats, tout ça, tout ça. Et tu as des gens qui sont vraiment innocents, malheureusement, et qui sont obligés de passer par des avocats pour se défendre. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais juste après, j'avais un rendez-vous avec un autre conseiller qui gère les financements. Et justement, ce conseiller-là, c'était une femme, je m'en souviens. C'était une femme, en plus, pour vous dire la précision, parce que je me souviendrai toujours de cette expérience-là, là, de ce jour fatidique, le jour où j'étais censé recevoir les financements. Et cette femme, je me souviens que pour plus de précision, elle était enceinte et elle était sur le point de partir en congé, justement, en congé maternité. Et donc, ça a peut-être joué. Je lance pas cette information gratuite, hein. C'est juste que peut-être, voilà, peut-être que cette femme-là, elle en avait marre tout simplement. Elle voulait partir en congé maternité, chose qui est compréhensible, hein. Mais le problème, c'est que moi, ça m'a fait des problèmes, le fait qu'elle était tendue, si je puis dire. Parce qu'en gros, moi, quand je suis parti faire ce rendez-vous, fatidique, en gros, j'expose tous les faits. Parce que j'avais un autre conseiller avant, hein. J'avais un autre conseiller, mais ce conseiller-là, il n'était pas apte pour tout ce qui était les financements. Je vais voir cette femme-là, je dis, voilà, en gros, c'est quoi les problématiques? Elle me dit, t'es parti voir l'avocat et tout. Je dis non. J'ai regardé, en plus, l'avocat n'est pas disponible, tout ça. Je dis non, mais t'abuses, nanana, faut le faire, c'est hyper important, faut te protéger juridiquement. Bon, en gros, faut nous protéger juridiquement. Elle me dit, mais vas-y, pitch-moi ton appli, parce qu'elle ne faisait pas partie du jury. Donc, elle ne faisait pas partie des personnes qui me suivaient, hein. En fait, c'était vraiment la trésorière, hein, si je puis dire. Et elle me dit, ah d'accord, ok. Elle me dit, ah, c'est sympa et tout. Elle me dit, donc, une fois que tu as développé l'appli, il n'y a personne sur ton appli. Je lui dis, mais. J'ai dit, ouais, comme toutes les applis. J'ai dit, normal. J'ai dit, après, tu fais une campagne de pub. C'est pour ça que je vais prendre des commerciaux. Il dit, ouais, non, mais tu sais, nous, pour faire la demande au niveau de, je sais plus à quel niveau, en fait, elle devait faire la demande pour avoir les financements. Mais en gros, elle me dit, voilà, nous, il faut quelque chose de solide. On veut, nous, des screens où ton projet fonctionne déjà. On veut qu'il y ait de l'interaction. On veut qu'il y ait de l'argent qui a été dépensé. On veut que ça fonctionne. On veut investir dans un truc qui marche déjà. Ça, je vous le dis tout de suite, je vous arrête là. Maintenant, je vous arrête. Ça, c'est la pensée française. L'entrepreneuriat en France, c'est tué par ça. C'est tué par ça. C'est encore une fois, je m'éparpille, mais ça, c'est hyper important pour tous ceux qui veulent se lancer. C'est pas les États-Unis, les gars. Le problème de la France, c'est que ils essayent de copier les États-Unis en prenant un système entrepreneurial qui n'est pas adapté à leur culture, qui n'est pas adapté à leur pays, qui n'est pas adapté aux besoins du pays. Ça fait qu'on vient te faire les startups ici avec les mêmes méthodes et tout, mais ils iront pas jusqu'au bout parce que c'est pas la culture à l'américaine. C'est pas la culture de l'argent comme aux États-Unis, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et du coup, là où aux États-Unis, on peut mettre de l'argent dans ton projet alors qu'il y a rien, du moins il y a juste l'idée,
En France, ça arrivera jamais. Et en France, c'est tout l'inverse. On veut te mettre de l'argent une fois que ça marche déjà. Mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de toi si ça marche déjà? Enfin bref, je suis désolé, là, je m'emporte un peu, mais c'est stupide. Pour moi, c'est vraiment stupide comme raisonnement. Ne fais pas de système entrepreneurial, de start-up, tout ça. Si ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je vois pas pourquoi je comprends pas, mais bref. Ensuite, du coup, je lui explique, je dis non, mais moi, là, justement, à cette femme-là, je lui dis, là, t'es en train de me bloquer. J'étais en train de me bloquer, pourquoi? Parce que moi, je suis arrivé à un stade où il me faut des financements pour pouvoir payer mon équipe, ou ma future équipe, si vous préférez. Et parce que ces gens-là, c'est des gens comme toi, en fait. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont besoin d'argent. Donc, moi, il me faut l'argent pour les payer. Et voilà, maintenant, vous me donnez l'argent, je les paye et l'application, elle sera sortie. Et là, elle fait avec la justicière là, des caisses de l'argent public, elle me dit non, mais tu sais, nous, on connaît quelqu'un qui est passé par chez nous, qui a réussi son application. Elle est un peu comme la tienne. Donc, ça n'avait rien à voir. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir. Je dis ouais, pareil, ils sont localisés dans la région. Voilà, il faut que tu fasses comme eux. T'inquiète, je vais t'expliquer. Je dis d'accord, vas-y, explique-moi, mais déjà de deux choses l'une, explique-moi leur application. Donc elle m'explique leur application, je me souviens plus du tout c'est quoi, mais je sais que ça touchait plus ou moins à la vente aussi, c'est pour ça qu'elle a dit c'est comme toi, mais c'était pas du tout le même projet. On jouait pas en fait dans la même cour déjà. C'était un petit projet. Moi, c'était vraiment, ça avait pour but de révolutionner le système d'achat en ligne. Elle me dit ouais, non, mais tu ferais mieux de prendre exemple sur eux en gros. Et moi, je vais checker son appli, je vais la regarder. Donc je vais sur le Google Play Store à l'époque, je me souviens, et je vois déjà les retours. 2,1 étoiles, pas beaucoup de retours. Et elle me dit quoi en plus? Elle me dit un truc de fou. Mais quand je vais vous dire ce qu'elle m'a dit, c'est vraiment un truc de fou. En gros, elle me dit, ouais, non mais tu sais, eux, c'est des gens, ils sont comme toi, ils sont passionnés. Écoutez bien ce que je vous dis, passionnés. Pourquoi je vous dis passionnés? Parce qu'en informatique, apparemment, c'est pas apparemment, hein, on va vous le sortir souvent, vous allez être payé par la passion, pas par l'argent. Parce que vous, comme vous aimez manger du code, apparemment, il y en a qui mangent 5 fruits et légumes par jour, qui mangent de la viande, des féculents, tout ça. Non, non, vous mangez pas ça. Vous mangez du code. Apparemment, vous êtes tellement passionné que vous allez prendre vos touches de clavier comme ça, vous allez les manger. C'est ça, en fait. Sachez-le, ça, c'est l'hypocrisie du monde de l'informatique en France. Hein. Vous êtes passionné. Donc, comme vous êtes passionné, vous allez avoir un moindre salaire ou pas de salaire et vous allez travailler. Et c'est la première fois que, plus ou moins, j'avais entendu ça de façon concrète. Vous allez l'entendre tout le temps, mais là, je l'ai un peu entendu de façon concrète. Et en gros, moi, cette personne-là, je lui dis, mais attends, où tu vas en venir? Elle me dit, ben regarde, eux, en fait, c'est une équipe de 10 personnes. Là, leur application, elle vient à peine d'être rentable. Ils gagnent 500 euros par mois et ils se les partagent entre eux. Moi, je dis, attends, quoi? Je dis, comment ça, 500 euros par mois pour une équipe de 10? Je dis, mais ça, c'est pas une réussite, ça, c'est un échec. Tu rigoles, là, tu rigoles, c'est pas possible ce que tu me dis. Je vois pas où tu la vois, la réussite. Il me dit, non, mais tu comprends, l'entrepreneuriat, c'est dur, faut bien démarrer quelque part. Nanana. Je dis, ah, non, si tu veux. Mais moi, je dis, en attendant, eux, ils sont passés par votre organisme, mais ils n'ont pas fait le concours. Je dis, le concours, il était marqué quoi, noir sur blanc? Il était marqué projet financement. Donc, faut me dire où tu veux en venir, là, en fait. Elle me dit, bon, d'accord, c'est simple. En gros, qu'est-ce qu'on t'a promis? Moi, je lui dis, ouais, en fait, ce que vous avez promis, c'est vous me financez le projet, du moins la base, en fait, ce dont j'ai besoin pour lancer le projet. Il me dit, ouais, mais toi, t'as vu ton estimation, c'est 100 000 euros par an, c'est beaucoup et tout. Honnêtement, ça va pas être possible. Je dis, quoi? Je dis, comment ça va pas être possible? Je dis, comment ça va pas être possible? Moi, je suis là, je me suis donné pour ça, et on me dit, ça va pas être possible. Je dis, pourquoi ça va pas être possible? Je dis, vous l'avez l'argent ou vous l'avez pas l'argent? Elle me dit, écoute, nous, on peut avoir l'argent sous certaines conditions. Elle me dit, maintenant, toi, je vais te le dire clair et net. En gros, elle me dit, est-ce que tu as 100 000 euros sur ton compte? Rendez-vous compte de la bêtise. Elle me sort ça. Elle me dit, texto, et je mens pas. Elle me dit, est-ce que toi, tu as 100 000 euros sur ton compte? Je dis, non, bah, je lui dis, mais tu rigoles ou quoi? Je dis, tu es en train de te moquer de moi là. Je dis, tu sais très bien que j'ai pas 100 000 euros sur mon compte. Sinon, pourquoi je viendrais te demander de financer mon projet? Je dis, non, j'ai pas 100 000 euros sur mon compte. Donnez-moi les sous que vous étiez censé me donner, en fait. Elle me dit, non, mais ça marche pas comme ça. Elle me dit, quand bien même on t'aurait financé, il aurait fallu que plus tard, tu nous rembourses l'argent qu'on t'a donné. Alors déjà, moi, je vous explique déjà, là, j'ai dit quoi? Je dis, alors là, c'est une blague. Jamais vous avez mis ça, jamais vous avez dit ça. Je dis, ça, c'est pas normal. Je dis, là, vous êtes en train de vous moquer de moi. Elle me dit, c'est pas fini. Elle me dit, et si maintenant, en plus, on peut te financer, c'est à hauteur de 50% de la somme. Donc, en gros, on t'aurait donné que 50 000. Toi, tu aurais dû rajouter 50 000. Et au final, après, tu leur rends les 50 000 qu'ils t'ont donné. Et c'est pas possible. Là, vous êtes en train de me faire un prank. Je sais même pas si les pranks ils existaient à l'époque. Vous êtes en train de me faire une blague, madame. Et donc, là, elle me dit, ok, ouais, mais écoute. Elle me dit, bon, tu les veux vraiment, les 100 000 et tout? Je dis, ouais, bah ouais, je suis venu pour ça quand même. Moi, je suis là pour gagner de l'argent. Je suis là pour que mon projet fonctionne. Je suis là pour réussir. Elle me dit, d'accord. Elle me dit, à ce moment-là, il faut du concret dans ton appli. Pour avoir le concret, apparemment, il faut que tu payes ton équipe. Nous, on peut pas te payer ton équipe. En gros, elle me dit, donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des fausses transactions. Tintintin. Ah là, vous l'avez pas vu venir celle-là, les gars. Ah là, vous l'avez pas vu venir. Tu vas devoir faire des fausses transactions pour
pour qu'on te valide ça. En gros, c'est ce qu'on va envoyer dans ton dossier. Dans le dossier, là, regardez, l'application, elle existe déjà. Il y a déjà eu des achats, il y a déjà eu des transactions, il y a déjà eu ci, il y a déjà eu ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est une blague, en fait, hein. Comme je vous l'ai dit, je dis, c'est une caméra cachée. Je dis, c'est pas possible. Je dis, attends, 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 attends. Parce que là, je l'arrête, en fait. Là, je l'arrête. Je la coupe. Je dis, oh, attends. Vous m'avez pris la tête pour aller voir un avocat avec tous vos histoires de juridiction, tout ça au niveau de la vente. Et là, vous êtes en train de me dire, soit dans l'illégalité, t'inquiète. Mais ça va pas, non? Déjà, moi, de base, mon application, elle est basée sur la confiance des utilisateurs. Moi, en plus, je suis quelqu'un d'éthique. Vous avez bien vu que je vous ai dit, je mets pas ci, je mets pas ça, je mets pas ça dans mon appli parce que je suis quelqu'un d'éthique. Donc là, je dis, là, c'est le monde à l'envers. Là, je dis, tu t'es tombé sur la mauvaise personne. Tu peux pas me demander à moi de faire ça. Je dis, ni moi, ni mon projet, on correspond à ta demande. Elle me dit, ben, si t'as pas 100 000 euros sur ton compte, tu feras pas ton projet. Et là, les gars, c'est comme on dit, c'est la douche froide, hein. C'est la douche froide, on va pas se mentir. Première grosse expérience en entrepreneuriat. J'étais dégoûté, franchement, j'étais dégoûté. Là, je suis encore, je suis encore dégoûté de cette histoire. Je suis encore dégoûté parce que pour moi, c'est vraiment un projet d'avenir. C'est un projet important. C'est un projet qui, pour moi, peut fonctionner avec un bon système économique et les moyens qui sont mis en place. Et du coup, cette personne, je lui dis, bah écoutez, ça va être simple. Moi, je stoppe le projet avec vous. Je stoppe toute relation avec vous. Je dis, c'est aussi simple que ça. Vous et votre système bizarre là, vous et votre société, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit privée ou tout ce que vous voulez. Moi, si je peux pas faire les choses avec quelqu'un, je les ferai tout seul. Et si je dois les faire tout seul, je dois aller me former et reprendre les études. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. Une fois que ce projet-là a coulé, malheureusement, je suis parti continuer mes études. Mais bon, ça sera pour une autre histoire. Ça sera pour la suite de ce cockpit sur l'entrepreneuriat qui sortira prochainement, j'espère, hein, parce que si vous avez trouvé cette histoire intéressante, sachez que la prochaine, elle est ouf. Elle est 100 fois pire que celle-là, ou 100 fois meilleure, hein, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Mais voilà, c'est pour vous montrer le monde de l'entrepreneuriat. Et je vais essayer de vous le résumer avant de terminer ce cockpit. Comme je vous l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose surtout qui ne veut rien dire. Qui ne veut rien dire. Tout le monde aujourd'hui est entrepreneur, tout le monde fait des projets, des sociétés, des services, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que le système dans lequel on est fait pour ça? C'est la question qu'il faut se poser, parce que c'est vraiment une culture qui est surtout venue avec la mondialisation, les États-Unis, tout ça. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est entreprendre aujourd'hui, je dirais même que c'est indispensable. Par exemple, pour moi, c'est indispensable. C'est indispensable en fonction de la personne que je suis, de mes convictions, tout ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et surtout, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que tu as réellement besoin d'entreprendre? Est-ce que le système est fait pour ça? Est-ce que le système va suivre? Ça, franchement, j'en suis pas convaincu, hein, parce que ça, c'est avec l'expérience que je vous ai citée aujourd'hui et celle que je vous citerai la prochaine fois. Parce qu'honnêtement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et surtout, comprenez bien que un modèle que tu calques d'un autre pays, tu ne peux pas le reproduire dans un pays différent. Encore une fois, c'est pas la même histoire, c'est pas la même culture, c'est pas le même système économique, c'est pas le même système d'État, ça n'a rien à voir. Et en France, c'est ça le problème. C'est que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres domaines, la France ne fait que essayer de recopier les États-Unis, mais la France n'est pas les États-Unis. La France a des forces par rapport à son histoire, par rapport à sa culture, par rapport à son enseignement, par rapport à ses systèmes qui sont différents. Et elle ne veut pas mettre en œuvre des choses pour profiter de ses forces, mais elle veut essayer de prendre le calque sur les États-Unis, alors que les États-Unis ont des forces et des faiblesses différentes. Et ça, le problème, c'est que ça crée des soucis dans l'entrepreneuriat en France, ça crée des soucis. Regardez, aujourd'hui, tous les gens qui ont entrepris en France, ils ont été obligés de partir de la France. C'est un truc de fou quand même. Et ça, c'est pas que dans l'entrepreneuriat. Il y a la fuite des cerveaux en France. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la fuite des cerveaux, c'est quand vous êtes qualifié à un certain niveau. Donc ça, c'est très bien en France. Encore une fois, là, on ne va pas cracher sur tout en France. Mais là où c'est mauvais, il faut le dire. Là où c'est bon, il faut le dire. Et en France, pour se former, c'est très bien. Mais après, c'est plus possible. Tu arrives à un certain niveau où on te dit, c'est paradoxal, hein, mais on te dit, t'es trop bon, t'es trop fort, t'as trop d'expérience, t'as trop de certifications, t'as trop de diplômes, t'as trop de ci, t'as trop de ça. Donc, on peut pas te prendre, on peut pas te payer, on peut pas suivre, on peut pas te suivre en fait. Et du coup, ben, le gars, il se retrouve où? Il se retrouve à plus rien faire en France. Et il n'a pas d'autre solution que de partir. Et après, ben, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, ça fait que tu as des mecs qui ont bac plus je sais pas combien, qui ont je sais pas combien de certifications, de diplômes, tout ça. Et après, ils s'en vont dans la nature. Ils vont aux États-Unis, là où on peut les payer. Ils vont en Asie. Ils vont de partout dans le monde. Et après, ils deviennent les monstres. Le pire, c'est qu'ils deviennent les monstres. Je peux vous citer Yann LeCun, qui est le cadre de l'intelligence artificielle chez Facebook. C'est un Français. C'est un Français.
Et c'est fou. Et des Yann LeCun, il y en a 50 000. Il y en a 50 000 des Yann LeCun. Parce que le mec, il est arrivé à un certain niveau, on lui dit on peut pas te financer, on peut pas te payer, on peut rien faire avec toi. On est désolé. Mais nous, on veut pas de vos excuses. On veut des moyens. Vous le savez que le problème, il est là, vous le savez. Le problème, il est là, ça fait des années, vous le savez. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de faire quelque chose pour que le problème ne soit plus là, c'est de trouver une solution. Non, en France, on fait que de mettre sous le tapis. Enfin bref, écoutez, j'espère que pour toutes les personnes qui décident d'entreprendre en France, au moins vous aurez cette expérience en tête. Encore une fois, j'espère vous avoir apporté quelque chose, j'espère avoir été utile, que mon anecdote ne disparaisse pas avec moi quand j'aurai disparu de la surface d'Internet, qu'elle vous aura servi, qu'elle vous permette d'avoir une expérience que vous n'avez pas vécue, mais au moins qui va vous permettre d'avancer, d'avoir la réalité concrète et surtout les gars. Il faut entreprendre, je vous dis pas de pas entreprendre, il le faut, c'est indispensable pour moi, mais ayez conscience de tout ça encore une fois, c'est un peu le dicton de Cockpit, savoir c'est bien, comprendre c'est mieux. Avoir des connaissances, apprendre, mais il faut comprendre les gars, il faut comprendre la situation, il faut comprendre le domaine, il faut comprendre la réalité. Et ça vous permettra d'avancer plus vite que les autres. Là où, par exemple, moi, je me suis pris je sais pas combien de problèmes sur la route, eh bien, j'espère qu'avec avec la connaissance de ce que je vous ai appris aujourd'hui, avec toutes les informations que je vous ai distribuées, ben, ça va vous permettre d'éviter ces pièges-là. Bon, n'oubliez pas de liker, vous abonner, de faire comme les 2 pouces. Vous connaissez la rengaine de la chaîne, faites comme les 2 pouces, likez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification, tout ça, tout ça. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes autres canaux, qu'ils soient des réseaux sociaux ou des choses que j'ai créées moi-même. Donc ça peut être mon Discord officiel, où vous allez retrouver toute l'actualité tech et gaming, et aussi les bons plans tech et gaming. Il y a aussi bien évidemment mon site et aussi tous les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, TikTok, j'allais dire Facebook. Voilà, vous voyez, j'ai tellement parlé de Facebook que j'allais dire Facebook. N'allez pas sur Facebook, je n'y suis pas, mais allez me rejoindre sur tous ces réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, si je me lance un jour, hein, encore une fois. Alors, le pire, c'est que je pense que ce format serait beaucoup plus adapté à Twitch. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire par rapport à ce cockpit. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau cockpit. Sûrement un cockpit qui sera la suite directe de ce cockpit, car j'ai un autre projet qui lui est toujours en cours. Donc ça permettra au moins de relancer de l'intérêt au niveau de ce projet-là. Et ce projet-là, il est énorme et j'ai tellement de choses à vous raconter que ça va être un truc de fou. Mais bref. Et encore plein d'autres cockpits. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, me dire si ce format vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Temblone.